Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, des pierres précieuses à celles tombées du ciel, le musée de la minéralogie nous raconte l'histoire des trésors de la Terre. Artiste pluridisciplinaire, François Mascarel nous fait entrer dans son monde de formes et de couleurs. C'est notre invité du jour. Autour d'un banquet mystique au glamour, Rodarte rend hommage aux héroïnes littéraires et cinématographiques. Si la Terre tourne, elle n'est pas forcément ronde entre les mains de la céramiste Charlotte Castro, découverte dans le geste. Avant de retrouver le créateur François Mascarello, tout de suite point de vue. Créée en 1917 pour une campagne de recrutement de l'armée américaine, l'affiche de l'Oncle Sam I Want You est depuis devenue un véritable symbole des États-Unis. Réalisée par l'artiste James Montgomery Flagg, plusieurs anecdotes entourent sa création. Par exemple, l'auteur confie s'être basé sur les propres traits de son visage pour créer le personnage afin de ne pas avoir à rémunérer un modèle. Saviez-vous aussi qu'il s'est largement inspiré d'une affiche britannique pour créer la sienne ? Si le chef François Daubinet est un grand curieux, il est aussi un grand amoureux de l'artisanat et du geste. C'est entouré de souffleurs de verre, boulangers, céramistes ou couturières qu'il repousse les limites de la pâtisserie. Dans cet ouvrage, il revient sur 10 créations délicieuses et artistiques qui font sortir les desserts de leur traditionnelle vitrine. Les superbes photographies de Géraldine Martins et la plume de Victoire Lou viennent de concert sublimer les expérimentations gustatives. Un voyage complet. Le presse-agrumes, objet qui fait tellement partie de nos intérieurs qu'il passe presque inaperçu. Cependant, il puise ses origines au début du XVIIIe siècle en Turquie, où il était utilisé pour confectionner une boisson à base de citron appelée charbat. Durant le XIXe siècle, il se développe en Europe et aux États-Unis, notamment grâce à la mécanisation. Le premier brevet américain date d'ailleurs de juillet 1803, et depuis, ce sont plus de 200 autres qui le rejoindront sur la liste des modèles déposés. Au musée de la minéralogie, les pierres et les cristaux se révèlent à nous. Entre celles qui brillent de mille feux et celles emplies de mystères, suivez le guide. Sa création, il faut remonter en fait à la fin du XVIIIe siècle. On est à la période révolutionnaire. On est au cabinet des mines qui va être créé en 1794 avec un but très précis, celui de faire l'inventaire des ressources minérales de la République, mais aussi du monde entier. Plus de 200 ans plus tard, le musée de la minéralogie a gardé son emplacement d'origine dans ce qui est désormais l'école des mines de Paris, à 2 pas du jardin du Luxembourg. Ici, chaque pièce de la collection est triée et rangée par famille chimique. Depuis plus de 200 ans, on accumule les minéraux, les roches, les météorites, les gemmes, mais même quelques cristaux artificiels. En exposition, il y a environ 5000 échantillons qui ne sont pas du tout représentatifs de la nature. Ce sont vraiment les minéraux d'exception, les gemmes d'exception qu'on présente au public, tandis que dans le reste de la collection, qui compte environ 100 000 échantillons, il y aura évidemment des choses pratiquement aussi belles que ce qu'il y a en vitrine, mais il y a également une collection qui est réservée aux chercheurs. Entre les différents noms peu connus des minéraux, certains sont plus familiers. C'est le cas des gemmes utilisées en bijouterie. Le musée expose ainsi un trésor national, celui des joyaux de la couronne. Mais la récupération de ces émeraudes, topazes et améthystes n'a pas été si facile. Il faut savoir qu'en fait, ces joyaux de la couronne de France ont été vendus en 1887. Au Louvre, il y avait une grande exposition où les bijoutiers, les particuliers pouvaient venir pour acheter. L'inventaire avait été fait auparavant par des experts qui sont ici. L'inventaire donc montrait que les joyaux de la couronne de France étaient 77 000 pierres de couleur approximativement. Tout devait disparaître en 10 jours lors de la vente aux enchères. Les experts avaient quand même dit ce serait bien de mettre quelques pierres de côté et finalement ça a été fait. C'est pour ça qu'on a encore des joyaux de la couronne de France ici à l'école des mines, mais également au musée d'histoire naturelle et au Louvre. L'histoire de France s'invite aussi dans celle d'autres minéraux de manière plus insoupçonnée, comme dans cette fluorine de couleur jaune. Cet échantillon a été ramassé, collecté par un certain monsieur de Dietrich.
Ce monsieur de Dietrich, qui était maître des forges, géologue, était aussi le maire de Strasbourg pendant la période révolutionnaire, mais aussi et surtout un ami d'un certain Rouget de Lisle. C'est lui qui lui a commandé l'hymne pour l'armée du Rhin, que Rouget de Lisle va créer en une nuit, dit l'histoire. Et le lendemain matin, Rouget de Lisle arrive chez de Dietrich pour chanter ce qui sera la première Marseillaise. Alors, il est bien possible que ce minéral qui lui appartenait ait entendu la première Marseillaise. Si le musée donne à voir l'histoire et la grandeur du monde minéral, ce n'est pas là son seul intérêt. Il fait aussi le lien entre les minéraux et les objets de la vie quotidienne. Il se trouve que ce spodumène, qui est un silicate, est aussi un minéral, on parlera même de minerai, qui fournit un élément qui aujourd'hui nous est totalement indispensable, surtout dans un monde en mutation énergétique, le lithium. Et le spodumène, on en trouve en Bretagne. Alors une fois qu'on a dit ça, on se pose la question, faut-il ouvrir des mines en Bretagne pour exploiter le spodumène qui contient du lithium? C'est un vrai débat de société. Mais d'autres minéraux sont découverts de manière plus inattendue lorsqu'ils tombent du ciel. Le musée expose un fragment de 225 kg de la météorite Canyon Diablo, atterri il y a 50 000 ans en Arizona. Dans cette météorite, ce qu'a voulu montrer le conservateur, c'est pour ça qu'il avait fait faire une contre-tranche ici, c'est que cette météorite contient des micro-diamants. Alors les diamants se sont créés pas dans la météorite, mais lors de l'onde de choc. Graphite qui s'est transformé directement en diamant. Ce qui est intéressant aussi avec cette météorite, c'est qu'elle est même plus vieille que la Terre. 4,5 milliards d'années. À la surface de la Terre, on ne peut pas toucher une roche aussi vieille. Et même c'est grâce à cette météorite ici qu'on a pu dater pour la première fois la formation de notre système solaire. Qu'ils soient dans l'espace ou bien à la surface de la Terre, les minéraux, roches, météorites et pierres naturelles continuent de fasciner et de révéler bien des secrets. François Mascarello aime l'aventure et c'est à travers la soie, la peinture ou encore la sculpture qui s'exprime, découverte haute en couleurs et en matière. Ma mère disait que je suis né, j'ai peint avant de parler, je crois que c'est un peu vrai. Je suis un peu, j'allais dire polyforme, parce que je suis à la fois designer, je suis à la fois peintre, je suis aussi sculpteur, mais je suis aussi artisan. Donc il y a tout ce petit monde-là. En François Mascarello, et François Mascarello lui-même, il a ce duo de François artiste et Mascarello Studio, qui est un atelier qui est au service quand même d'architectes, de décorateurs. Artiste protéiforme, François Mascarello a fait ses gammes aux Arts appliqués de Lyon et c'est lors de ses études d'histoire de l'art à Paris qu'il fait la rencontre d'un antiquaire spécialisé dans le design du XXe siècle. De là naissait l'envie de faire évoluer ses peintures 2D vers la 3D pour créer du plus petit mobilier. Peinture, papier peint sur craft, toile de soie, sculpture en stuc, mobilier en marqueterie de laque ou marqueterie de paille, le panel de création de François Mascarello est vaste et c'est cet immense terrain de jeu qui anime l'artiste. Pour la plupart de ses œuvres et quel que soit le médium, le point de départ reste le dessin ou la peinture. Je suis parti de dessins qui peuvent être des dessins de peintres russes, de peintres comme Caspar David Friedrich, Turner, et j'ai pris le dessin classique et j'ai mis ma couleur, j'ai fait mon John Lewis, j'ai mis ma propre partition dessus. Ce qui fait qu'ici, on a des paysages qui sont très néoclassiques, mais avec ma touche à moi. Et c'est ces paysages ensuite qui seront découpés. On prendra des parties pour créer des soies. Et c'est ce petit motif qui va être agrandi et qui va donner les tableaux en soie. Des tableaux en soie où chaque morceau est cousu à la main ou des plateaux de table en marqueterie de paille. C'est exactement comme dans les tableaux en soie, il fallait traduire et le geste du peintre et respecter mes coloris. Or, la paille, c'est impossible d'avoir les mêmes coloris, il fallait jouer sur autre chose. Donc du coup, on joue sur la lumière, on joue sur effectivement ce que ça peut renvoyer. Le sens de la paille va créer le motif. Ici, on est sur des plateaux de table qui sont mes motifs, traduits en paille, un petit peu comme on traduirait de la marqueterie de bois, comme ça se faisait sur les meubles boules, par exemple.
Sur chaque œuvre, François accorde une place toute particulière à la lumière et à la couleur, tout en les sublimant par des formes et des courbes généreuses. Le rapport aux formes, c'est que je suis myope comme une taupe. Et quand j'étais aux arts appliqués, on me forçait à travailler sans lunettes. Et donc du coup, j'avais une notion des formes et une notion de la couleur qui était mais comme si vous plissiez les yeux finalement. Et ça donnait des croquis et des dessins très intéressants. Je pense que j'ai gardé ça. Et le rapport à la couleur, c'est quelque chose qui me... Je ne sais pas d'où ça vient, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est souvent d'ailleurs les couleurs qui sont plus importantes que le dessin. Très attaché à sa liberté de création lorsqu'il travaille pour des commandes d'architectes, François est toujours en quête de nouveaux savoir-faire et de nouveaux artisans pour pousser la création plus loin. On va mettre au point une nouvelle technique. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est-à-dire que je m'accapare quand même des techniques et des savoir-faire, mais je renvoie aussi quelque chose en disant comment on peut le dépasser, comment ça peut s'adapter à mon projet. Par exemple, si on parle de laque, moi je vais travailler la laque, mais d'une manière moins classique. On va faire de la marqueterie de laque. Et si François fait parfois appel à des artisans, il ajoute toujours une touche finale à l'atelier. Ici, elles ont été fabriquées par un ébéniste en atelier extérieur, mais on vient, nous, elles sont appelées à être de l'édition, on vient, nous, amener en fait la patte de l'atelier, le stuc, la touche finale. Que ce soit pour des maisons de luxe, des architectes ou la galerie Béatrice Saint-Laurent à Paris, François Mascarello compose avec de nombreux savoir-faire et médiums pour donner vie à son monde lumineux et coloré. Bonjour François. Bonjour Katrina. François, depuis toujours, la musique vous accompagne. Petit, vous vouliez être danseur, vous étiez fan d'opéra, C'est vrai. vous vouliez même créer des décors de théâtre. Comment ça se traduit encore aujourd'hui ? Je crois qu'on peut parler du geste. C'est le geste qui reste, le geste du peintre, c'est aussi le geste du danseur. Et quand je faisais de la danse, et c'est vrai que je voulais être chorégraphe, il y a des heures et des heures de travail derrière un geste qui doit sembler spontané. Quand le danseur s'exprime sur scène, les gens doivent trouver cette spontanéité, mais derrière, il y a des heures et des heures de travail. Et je crois qu'on retrouve ça, enfin je veux qu'on retrouve ça dans mon travail. Mais en même temps, celui qui regarde l'œuvre ne doit pas penser à tout ce travail, il doit penser juste que l'œuvre est spontanée, qu'elle est arrivée là, comme ça, comme le geste du danseur. Vous vous exprimez très librement sur beaucoup de supports, même si la peinture est à la base de tout. Est-ce qu'il faut être en éveil constant de créativité, avoir les yeux, l'essence C'est en ce que éveil? j'essaye de faire, en tout cas. J'essaye toujours de découvrir de nouveaux savoir-faire. Parfois, je crée quelque chose et je vois bien que les savoir-faire qui sont à ma disposition ne me permettent pas d'aboutir à ce que je veux, à ce que j'imagine. Donc, il me faut passer par d'autres savoir-faire. Et le rapport à l'artisanat, c'est très important pour moi. Le rapport au savoir-faire et à la main, justement. Alors ces savoir-faire, vous les utilisez aussi très librement puisque vous associez des matières, on peut peut-être dire qu'ils sont pauvres, comme le papier craft, comme le plâtre, que vous anoblissez avec la marqueterie de paille ou en peignant, par exemple, ces fameux papiers peints que vous faites sur du papier craft, en peignant tout simplement dessus. Alors, il y a des rencontres de matériaux. C'est vrai que, par exemple, la lampe, le luminaire, la sculpture, on va dire, qui est derrière nous, elle a à la fois cette enveloppe qui peut paraître pauvre, alors pas par le dessin, mais par la matière, c'est du stuc. Mais par contre, à l'intérieur, on a une matière plus noble qui est la marqueterie. Donc ça, j'aime bien jouer là-dessus, effectivement. Je ne veux pas que les matériaux dictent leur loi. Ça, c'est quelque chose, donc du coup, j'utilise les matériaux. Alors, il y a des matériaux qui sont des matériaux fétiches. Alors, le papier craft en fait partie, le stuc en fait partie, et puis, peu à peu, je rencontre des artisans, et à chaque rencontre, ça amène un matériau plus ou moins luxueux qui se rajoute à ma collection, que je m'approprie. Et cette rencontre avec un nouveau matériau, c'est une rencontre avec un artisan, un artisanat, et pour moi, c'est comme une langue étrangère. Donc du coup, il faut que j'apprenne un alphabet
il faut que j'apprenne une grammaire, la syntaxe, tout ça. Et puis une fois que j'ai digéré, entre guillemets, tout ça, ça me permet d'être Marguerite Yourcenar et d'écrire les mémoires d'Adrien et de me dire, tiens, voilà, j'ai abouti à quelque chose. Mais avant d'être Marguerite Yourcenar, obligatoirement, il faut que j'apprenne à maîtriser tous ces savoir-faire, ou au moins comprendre comment l'autre le maîtrise. Vous êtes un peu au carrefour entre le peintre, l'artiste, l'artisan. Et peut-être on peut dire quelque chose qui réunit tout ça, c'est l'émotion. C'est l'émotion que vous faites naître chez celui qui le regarde. Ça, je l'espère. C'est vrai qu'il y a l'émotion. Alors, il faudrait se poser la question de qu'est-ce que le beau pour moi, peut-être, pour répondre à cette question, parce que si je vous dis le beau, c'est l'émotion, ça paraît un petit peu, j'allais dire que le beau, c'est la création. Moi, quand je pense beauté, je pense enfantement. Je me dis qu'il n'y a rien de plus beau que deux personnes qui décident, deux êtres qui décident d'en créer un. Je crois qu'il y a un gros rapport à l'artiste, même s'il est tout seul pour créer. Enfin, maintenant, il y a des artistes qui créent en duo, bien sûr. Mais moi, je suis tout seul pour créer. Mais je crois que ce rapport à l'enfantement est très important. Et les parents vont créer un enfant. Moi, je vais créer une œuvre. Et puis, l'enfant va faire son parcours et va trouver sa voie à la fois VOIE et VOIX. Et c'est pareil pour l'œuvre, c'est-à-dire que c'est celui qui va la regarder ou celui qui va l'acquérir qui va ressentir cette émotion et qui va donner la voix à l'œuvre. C'est très, très beau. Merci beaucoup, François. Merci à vous. Chez Rodarte, Kate et Laura Mulivy célèbrent l'imaginaire fantastique au féminin en revisitant la figure de la fée. C'est en mode. À l'heure où la mode célèbre les nouvelles technologies et les imaginaires post-apocalyptiques, Rodarte prend le contre-pied avec une procession féerique qui convoque les codes du romantisme et de l'esthétique victorienne. À notre époque, rares sont les créateurs à user de telles références de façon littérale, et c'est ce qui fait la singularité de Kate et Laura Mulivy. Depuis leur début, ces deux sœurs américaines cultivent une mode théâtrale et puisent leurs influences dans l'univers des contes de fées, du cinéma d'horreur ou de la littérature fantastique. Pour l'hiver 2023, elles accueillent leurs invités dans un banquet somptueux, comme figé dans le temps et la poussière d'argent. Coupes de fruits et gâteaux sont éclairés à la bougie dans un défilé très premier degré où se succèdent des figures gothiques et fantasmagoriques. On pense aux héroïnes de l'horreur avec leur fourreau noir au décolleté plongeant, ou à Morticia Adams et sa fille Mercredi, des figures aussi inquiétantes qu'attendrissantes. À travers elles, les sœurs Mulivy offrent une démonstration de savoir-faire et de technique. Les broderies attirent la lumière, les dentelles sont plus délicates que jamais, des cascades de volants habillent des silhouettes dramatiques. Des robes en maille façon toile d'araignée, des perles et des chauves-souris, on se croirait dans les films rétro de la Hammer, véritable laboratoire d'épouvante de série B. Pourtant, c'est bien dans une veine moderne que s'inscrit la mode de Rodarte. Ici, la femme n'est pas vulnérable, elle est toute en puissance, protégée par des mètres de tissu et par des couches de maquillage. Leurs créations visuelles, leurs couleurs fortes et leurs explosions de fleurs sont devenues favorites des célébrités. Portées par l'actrice Kirsten Dunst, par les réalisatrices Greta Gerwig ou Natasha Lyonne, leurs pièces traduisent une certaine intégrité dans les choix créatifs et s'inscrivent toujours hors des tendances, dans des imaginaires puissants et poétiques. Et plus le défilé avance, plus les tenues sont spectaculaires. Elles s'amusent avec la figure de la fée, une référence intemporelle de l'univers féminin, avec sa part d'ombre et ses travers ambigus. Des figurines de fées dessinées par leur propre mère sont imprimées sur de la soie. Les tenues frôlent le costume où la literie enfantine invoque la filiation et la puissance de l'onirisme au féminin.
La collection s'achève sur une procession haute en couleurs. Aussi sombre soit-elle, la mode chez Rodarte est surtout porteuse d'optimisme, d'une liberté de célébrer ses propres références sans jamais faire de compromis. Retour à la terre avec notre geste du jour. C'est la céramiste Charlotte Castro qui nous a ouvert les portes de son atelier où elle rend hommage à la matière. C'est une façon d'être dans la vie des gens qui est assez géniale. Quand quelqu'un vient et me dit c'est la tasse que j'utilise tous les matins, c'est très agréable. Moi j'aime beaucoup l'idée qu'on a dans la vie quotidienne des choses qui sont un peu jolies, qui a un côté de la main à la main. Après des études de philosophie et un travail de rédactrice, Charlotte a découvert sa passion pour la céramique. Une fois au contact de la terre, impossible pour elle de s'arrêter. Et alors je pense que d'une part le contact avec cette matière que j'ai adoré, et puis cette idée que c'était forcément construit autour du vide, que c'était toujours construit autour du vide. Et quand je fais des sculptures, c'est vraiment ça. Je fais généralement des espèces de grands pots que je déforme en haut et qui enferment du vide. Et alors ça, je sais pas si c'est ma formation de philo qui faisait ça, mais ça m'a beaucoup parlé, ce truc-là, de structurer sur du vide. Et donc les deux ont fait que j'ai commencé à faire du modelage chez moi, puis j'ai fini par faire un CAP de tournage. Aujourd'hui installée à Montreuil, en banlieue parisienne, elle donne régulièrement des cours aux enfants et aux adultes. Pour elle, la céramique a commencé avec un grès blanc classique, mais très vite, elle s'est mise à collectionner plusieurs types de terre. Ça, c'est une terre qui est noire, sauf que crue, évidemment, elle n'est pas noire, elle est marron, et qui donne ça, donc qui donne un grès noir avec une chamotte. Et là, la chamotte est blanche. La chamotte, c'est des petits bouts de terre cuite qui sont mises dans la terre crue. Évidemment, ça ne se tourne pas pour le coup parce que ça arrache les mains. Et ces terres-là, elles ont plus de personnalité, disons. Lorsque la terre est choisie et préparée, c'est l'heure du tournage, le moment où petit à petit la pièce prend vie sur le tour, et ce avec très peu d'outils. Puis c'est vraiment une histoire de contact, c'est vraiment une histoire de main. On utilise un peu des outils, mais peu au début. Et il faut tourner pas mal pour affiner sa main, en fait, sentir de plus en plus. De l'intérêt, je trouve, moi, d'utiliser des terres différentes parce que elles affinent le toucher. Tout un des enjeux, c'est de sentir à quel point on peut y aller. Donc ça, à apprécier, en fait, ça demande pas mal d'heures. Charlotte réalise à la fois des objets dits utilitaires, comme des tasses ou des saladiers, mais aussi des sculptures, ce qui nécessite là de la créativité, mais aussi beaucoup d'écoute et de sensibilité. C'est une matière qui renvoie à l'état dans lequel on est. Donc c'est désagréable quelquefois, parce que quand on n'est pas bien, elle vous dit ça va pas très bien aujourd'hui, mais en même temps, elle régule aussi. Si on prend le temps de se mettre dedans, elle permet de se poser, de se centrer. On centre la terre et on se centre un peu soi-même aussi. Donc c'est une matière très très sensible. Et cette matière très sensible le reste tout au long du processus. Une fois la pièce tournée, séchée une première fois, reprise sur le tour pour la fignoler et séchée de nouveau, Charlotte peut s'attaquer à la couleur. Donc l'engobe, c'est de la barbotine, c'est de la terre liquide, avec soit des oxydes métalliques, soit des colorants de masse à l'intérieur qui font la couleur. Mais on ne peut pas travailler avec des pigments, parce que les pigments, ils brûlent bien gentiment à 1280, donc il n'y en a plus. C'est le décor qui peut se faire sur terre crue, avant la première cuisson. Et si les pièces rétrécissent toujours légèrement pendant la cuisson, les couleurs, elles, peuvent rendre complètement autre chose. En fait, c'est pas du clair sur du foncé, c'est du foncé sur du foncé. C'est-à-dire que celui-là, c'est ça, mais celui-là, c'est ça. Bon, le jaune, c'est jaune. Et le blanc, j'espère qu'il va passer. Pour le savoir, il suffit de passer la pièce au four avec là encore des durées qui varient en fonction des terres. Ouais. Donc voilà, ça c'est le grand four de 250 litres dans lequel les pièces sont cuites d'abord à 1000 degrés et ensuite à 1280. Après une première cuisson, certaines pièces seront émaillées avant de les recuire à 1280 degrés, si bien qu'il est difficile de donner la durée effective de création d'une seule céramique. En céramique, le temps est toujours bizarre parce qu'en fait, les choses prennent forcément beaucoup de temps. Parce qu'il y a du temps entre le premier façonnage, le fait d'y revenir, le fait que ça sèche, qu'on fasse une cuisson, qu'on fasse deux cuissons, etc. Et pour ce qui est des sculptures, il y a une autre chose qui est le moment. Il y a des moments où je le fais. Il y a des moments où j'arrive à le faire, mais il y a des moments où je ne suis pas du tout dans la bonne disposition pour le faire. Vase, bol, sculpture ou même bête à cornes, l'univers de Charlotte se donne à voir en plusieurs styles et en plusieurs temporalités.
Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!